Donc nous recommençons notre cycle de séminaires du soir, donc, dont le premier mot est Expérience 2. Et sauf erreur de ma part, c'est notre 4e session, puisqu'on avait commencé par les expériences du temps, on a continué par les expériences de violence, on a poursuivi avec les expériences de l'accélération, et nous rouvrons donc, après l'interruption de l'hiver, et nous rouvrons avec l'expérience des transformations politiques. Alors aujourd'hui, donc, le sujet est différent, donc nous ouvrons ce cycle, et je pense qu'il n'y avait sans doute pas de meilleur intervenant que Pierre Manant donc pour ouvrir ce cycle sur l'expérience des transformations politiques. Pierre donc, qui appartient au même centre de recherche que moi, le CESPRA, l'ancien centre Raymond Aron, qui est toujours le nom de Raymond Aron d'ailleurs, mais on l'a un peu changé, centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron. Et donc Pierre est un des grands spécialistes du politique, et il va donc, c'est particulièrement pertinent de lui demander d'ouvrir cette session nouvelle. Alors il va le faire sur un sujet un peu différent de celui qu'il avait prévu initialement, qui était comment la politique prend-elle forme, qui lui paraissait l'amener trop vers un cours magistral qu'il ne voulait justement pas faire, mais beaucoup plus de rester dans un échange plus libre. Et donc ça sera, le titre de son intervention, ça sera « Sous quel régime vivons-nous ?» ce qui me paraît un bon titre, dans sa simplicité. Sous quel régime vivons-nous? Et donc il va nous parler une quarantaine de minutes, et puis ensuite, comme d'habitude, on posera nos questions, on débattra, et on terminera avec un peu de champagne, ce qui nous fera à tous le plus grand bien. Voilà, et bien Pierre, tu as la parole, et on te remercie. Tu donnes l'information qui permet la patience. On te remercie vivement. Merci beaucoup. De nous accompagner. Tu as une montre à mettre sur la table? Parce que moi, en plus, j'ai une montre. Non, mais comme ça, parce que ça m'évitera d'ouvrir. Voilà. C'est parfait, comme ça. En plus, c'est une jolie montre. Oui, c'est mieux. Mais ici, dans l'ensemble, on est obligé de se tenir un peu. Oui, je vois. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est une bonne question à poser. Je suis très content de me trouver parmi vous, et je vous remercie de bien vouloir m'écouter. Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Elle mérite d'être posée tout le temps, parce que c'est la question politique par excellence. Dans quel régime vit-on? C'est le commencement de la philosophie politique grecque, excusez-moi, une habitude de prof, mais qui renvoie très régulièrement ses auditeurs à l'expérience grecque, à la philosophie grecque. Mais c'est vrai que la philosophie politique, si elle a fait apparaître quelque chose, c'est que les hommes s'organisaient selon différents régimes politiques. Et s'il y a quelque chose qui est au centre de la philosophie politique, c'est la question du régime politique. Au centre de la philosophie politique, et d'ailleurs de la science politique, dans ce qu'elle a de meilleur, qui pose toujours la question qui gouverne et comment. Voilà. Et donc, si nous posons si aujourd'hui nous avons, outre le motif général de poser la question, qui est toujours une question à poser, nous avons aujourd'hui des motifs particuliers, je crois, de poser la question. Je crois que c'est une constatation très, non pas universelle, mais enfin très répandue, que la vie politique souffre aujourd'hui de maux qui ont une acuité et une ampleur, disons, inédites. Les citoyens sont toujours mécontents de leurs gouvernants, les gouvernants sont mécontents de leurs électeurs, et les électeurs sont mécontents les uns des autres, et ainsi de suite. Mais je crois qu'aujourd'hui, ou du moins depuis quelques années, je n'inculpe pas ce gouvernement particulièrement, depuis quelques années, nous avons le sentiment que vraiment il y a quelque chose qui affecte les conditions même du vivre ensemble, pour parler comme on parle aujourd'hui, qui affecte le régime politique, pour employer le langage, je dirais, le plus pertinent. Donc, je crois que le caractère général, pervasif, si je peux risquer cet anglicisme, de la crise,
fait que nous pouvons parler sans dramatiser abusivement d'une crise de régime aujourd'hui. Et si nous avons le sentiment, parfois opaque, mais souvent opaque, mais en même temps vif, que nous vivons une crise de régime, la question quel est notre régime ou sous quel régime vivons-nous prend une urgence nouvelle. Alors, bien sûr, la réponse est évidente et en même temps problématique. Réponse évidente, nous vivons dans une démocratie, en démocratie. Et nous vivons dans une démocratie qui se veut la plus démocratique de l'histoire des démocraties et une démocratie de plus en plus démocratique. Quel est notre destin? C'est d'être toujours plus démocratique, dans un régime de plus en plus démocratique. Mais si nous posons la question que disons-nous quand nous disons démocratie? En quel sens voulons-nous être de plus en plus démocratiques? Nous rencontrons une difficulté. Nous rencontrons une difficulté qui est simplement que la démocratie a manifestement changé de sens dans la dernière période. La démocratie avait deux moitiés, ou deux hémisphères, si je peux dire. La démocratie complète, la démocratie, sinon parfaite, du moins la démocratie complète, avait deux moitiés, deux hémisphères. Pour une part, elle était le gouvernement de soi, du corps politique. Bien, la démocratie est advenue quand les nations qui étaient gouvernées par des rois se sont gouvernées elles-mêmes. Bon, self-government, gouvernement de soi, du corps politique. Et d'autre part, dans cette démocratie complète, inséparable du gouvernement de soi du corps politique, se trouvait la garantie des droits de l'homme et du citoyen. Voilà les deux moitiés de la démocratie complète, garantie des droits et gouvernement de soi du corps politique, avec ce qu'il faut ajouter immédiatement, c'est lorsque cette démocratie se fonde, alors nous sommes en France, nous sommes dans cette splendide demeure de la République, et donc nous pouvons évoquer sans préliminaire ni explication, 1789 est le moment où Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'affirme en même temps droits de l'homme et gouvernement de soi du corps politique, dans le langage du temps, souveraineté de la nation. Et j'insiste sur ce point, les deux sont inséparables, c'est-à-dire que les deux sont moyens pour l'autre qui est une fin pour l'autre. Le gouvernement du corps politique, l'institution politique est un moyen pour la garantie des droits. C'est la partie libérale de la Révolution française. Mais les droits sont la condition de possibilité du démantèlement des droits individuels. Les droits humains sont la garantie, sont le moyen du démantèlement de la société de corps de l'Ancien Régime pour permettre aux nouveaux sociétaires de trouver une nouvelle unité dans la nation. Donc, l'institution politique est le moyen des droits individuels et les droits individuels sont le moyen de la nouvelle institution politique. C'est cela qui fait le cercle dynamique de la démocratie que nous avons connue, je dirais la seule expérience complète de la démocratie que nous ayons connue en Europe. Alors, il s'est passé quelque chose dans la dernière période que vous savez, qui ne vous a pas échappé, c'est que la démocratie s'est de plus en plus confondue avec une moitié de la démocratie, c'est-à-dire la garantie des droits. C'est-à-dire, quand nous disons démocratie, nous pensons à un régime qui garantit les droits. Qui garantit ces droits, au fond, cela importe peu, qu'il soit garanti par l'État, qu'il soit garanti par les cours de justice, qu'il soit garanti par des arbitrages privés, qu'il soit garanti par les Nations Unies. L'important, c'est la garantie des droits. Et l'horizon de la démocratie, c'est la garantie des droits et des droits de plus en plus étendus. Garantie de plus en plus complète, méticuleuse, voire pédante, de droits de plus en plus étendus.
Donc nous avons une démocratie qui se trouve devant cette difficulté inédite, c'est de se donner un horizon qui, d'une certaine façon, n'est plus politique, ou laisse derrière lui la question du gouvernement de soi, du corps politique, et qui interprète cet adieu implicite et de plus en plus explicite à la communauté politique, qu'il interprète non pas comme une mutilation de la démocratie, mais comme un progrès de la démocratie. Nous sommes d'autant plus démocrates ou démocratiques que nous renonçons à la vieille souveraineté du corps politique pour aller vers une régulation non politique des conduites et une garantie indéterminée quant à son institution des droits. Donc voilà, je crois, la difficulté devant laquelle nous nous trouvons, qui a comme conséquence qu'évidemment le sens des droits a changé ou a pris un infléchissement qui doit être relevé, je crois. Les droits, les progrès des droits, l'accroissement des droits était un progrès des droits de participation. Quand le suffrage censitaire, puis suffrage universel mâle, puis suffrage des deux sexes, suffrage des femmes et abaissement de l'âge du vote, de 21 ans à 18 ans. Eh bien, tous ces droits nouveaux, tous ces progrès de l'égalité des droits sont des progrès de la participation à la chose commune. De même, dans le cas des droits sociaux et des droits économiques, il est clair que la participation des femmes de plus en plus large au marché du travail est, comme le nom l'indique, un accroissement de participation à la vie sociale, à la vie commune. Or, de plus en plus, l'infléchissement des droits, l'infléchissement de notre démocratie va à la reconnaissance publique, à la garantie de droits qui sont, j'allais dire, intrinsèquement privés ou qui n'ont pas de portée de participation à la chose publique, à la chose commune. Ce qui me paraît le plus intéressant du point de vue de l'histoire politique, de la philosophie politique, dans le débat sur le mariage pour tous, c'est que, pour la première fois, a été l'objet d'un immense investissement politique, la garantie politique de droits qui peuvent être dits des droits, de quelque façon qu'on les considère par ailleurs, des droits strictement privés. Ce sont des droits qui étaient qui n'incluaient pas une participation accrue à la chose commune. Et cet infléchissement des droits vaut également pour toutes les formes de droits reconnus aujourd'hui, parce que l'accent qui est mis aujourd'hui sur les droits les considère comme des attributs des individus, n'est-ce pas ? Le respect des différences, n'est-ce pas, n'est pas l'ouverture d'une participation de ceux qui sont membres d'une communauté particulière à la chose commune, mais c'est la chose commune qui respecte cette communauté constituante de la communauté globale, mais qui le respecte comme un droit individuel, le droit à la différence. Alors, donc, grand changement de notre condition qui nous amène, et c'est la seconde et dernière partie de mon propos, qui nous amène à un retour sur l'histoire politique, sur l'histoire de notre régime. Alors, ceci est, je dirais, à la fois très connu, très documenté, mais en même temps, c'est là que tout commence d'une certaine façon, et il faut toujours y revenir. Notre histoire politique moderne commence avec les guerres civiles et religieuses. C'est l'expérience fondatrice, et elle est, on le voit bien aujourd'hui, elle affleure encore sous l'expérience contemporaine. Guerre civile et religieuse dont vous savez bien comment nous en sommes sortis. Nous en sommes sortis par la construction de l'État souverain.
de l'État souverain, de l'État libéral, du Léviathan de Thomas Hobbes, qui a reçu et acquis assez de force pour imposer l'égalité sous sa main. On a tendance à faire de cette expérience une expérience française, mais dans la parole de Tocqueville, dans la formule de Tocqueville, que les rois de France ont été les plus constants et les plus actifs des niveleurs. Mais l'expérience anglaise est très largement la même, et en tout cas, Hobbes prend bien la suite de Bodin et en quelque sorte perfectionne le système de Bodin et construit l'architecture de l'État moderne qui impose la paix. Alors, où est la question, j'allais dire, décisive qui complique le schéma. Quelle est la condition pour imposer la paix? C'est d'avoir assez de force. Mais qu'est-ce qui causait la guerre? Ce qui causait la guerre, c'était les opinions. C'était les opinions religieuses. C'était les divergences d'opinions. Donc, la question première pour l'État moderne, c'est le pouvoir des opinions. Le pouvoir de désordre. Le pouvoir de désordre des opinions religieuses dans le contexte du XVIe siècle, par exemple, évidemment, mais ça peut être des opinions politiques, idéologiques, que sais-je. Donc, pouvoir des opinions. Donc, pour imposer la paix, il faut neutraliser le pouvoir des opinions. Il faut neutraliser le pouvoir des opinions. Il faut séparer le pouvoir de l'opinion. Et si j'ose dire, tout l'arc politique s'éclaire à partir de cette idée très simple, si je peux dire, et qui, effectivement, est formulée à l'époque de la construction de l'État moderne, et dont nous connaissons les conséquences, et dont nous expérimentons les conséquences. Alors, je présenterai les choses ainsi. Il faut construire un État neutre, ou comme cela a été dit aussi, un État agnostique, un État neutre et agnostique. Ce que nous appelons, nous, en France, l'État laïque, la laïcité. Mais une forme ou une autre de laïcité a été, sous la forme de l'État neutre et agnostique, a été construite partout, par toutes les nations européennes, plus ou moins. Donc un État neutre, alors, évidemment, ce n'est pas une construction qui se fait du jour au lendemain, c'est un processus. On sait bien comment ça commence. D'abord, l'État s'accorde le droit de choisir l'opinion de ses sujets. Cuius regio et ius religio, religion d'État. Mais dès lors que c'est l'État qui choisit la religion de ses sujets, c'est déjà l'État qui prend l'avantage sur l'Église et qui s'attribue le droit de choisir la religion. Donc, il impose une religion, mais il s'impose lui-même à la religion. Et progressivement, après avoir imposé une religion d'État, il impose la neutralité religieuse. Bon, j'avoue que c'est un raccourci historique, mais qui, pour mon propos, est suffisant. La conséquence, c'est que nous avons un État neutre, agnostique, et en un certain sens, un État sans opinion. Un État sans opinion. Et là se noue le problème, le drame, en quelque sorte, de notre régime. Parce qu'un État sans opinion, c'est une définition purement négative. C'est très bien de faire la paix entre catholiques et protestants, de dire s'il était théologici, comme disait un juriste du XVIe siècle, taisez-vous les théologiens, mais c'est purement négatif. Un État ne peut pas être simplement neutre, un État ne peut pas être simplement celui qui dit taisez-vous. Mais s'il a une parole, alors il n'est plus neutre, et on retombe dans l'absolutisme, le despotisme, que sais-je, dont on est sorti, dont on veut sortir, ou en dehors duquel on veut s'installer. Et donc, cet État neutre doit retrouver une parole qui ne soit pas une parole
autoritaire, qui ne soit pas la vieille parole qui vient d'en haut. Et cet État neutre, qui doit quand même, cet État sans parole, qui doit quand même trouver une parole pour être opérationnel, vous savez où il va la trouver, cette parole? Il va la trouver dans la société. Il va la trouver dans la société, et cet État neutre va abriter un gouvernement représentatif. Qui va chercher dans la société, comme diront les grands libéraux, en tout cas Guizot, au début du XIXe siècle, qui va chercher dans la société les moyens de gouvernement, mais aussi les paroles avec lesquelles l'État va pouvoir s'adresser, ou le gouvernement va pouvoir s'adresser à la société. Donc, on se trouve dans ce dispositif extrêmement ingénieux dont nous ne mesurons pas nous évoquons toujours les limites du développement de cette démocratie qui était jamais assez égale, jamais assez ceci, jamais assez cela. Mais l'extraordinaire travail sur soi des corps politiques européens par lequel nous sommes à la fois sortis de ces guerres civiles et religieuses, sortis de ce despotisme de certaines paroles qui faisaient autorité, pour installer un pouvoir neutre qui en même temps s'est rendu capable d'ouvrir un espace à la société et de faire monter les paroles de la société dans le gouvernement pour articuler société et gouvernement, ce fut une sacrée performance politique. Je trouve que la construction du gouvernement libéral et représentatif est à coup sûr une des plus beaux accomplissements de l'histoire politique. Et ce n'est pas un ethnocentrisme ou une naïveté de contemporains si des auteurs comme Guizot et tant d'autres ont vu dans la construction du gouvernement représentatif la culmination de la civilisation. C'est vrai que c'est une performance extraordinaire. Mais évidemment, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de fragile. Et ce qu'il faut ajouter immédiatement, et ce qu'on oublie presque toujours, parce que ce n'est pas thématisé par les auteurs, mais c'est présupposé, et ça c'est une différence très importante du point de vue de la réflexion politique, parce que ce qui n'est pas thématisé est oublié, mais ce qui est présupposé sans être thématisé est pour une part l'essentiel. Et dans cette grande institution du gouvernement représentatif, ce qui est souvent oublié, c'est la condition de ce jeu subtil entre État neutre et parole sociale. Ce qui est oublié, c'est que l'articulation entre État neutre, laïque si vous voulez, et parole sociale qui s'articule par la représentation politique avec le gouvernement, cette articulation fut rendue possible par l'enveloppe nationale, par le cadre national, par la communauté nationale. Et tel est le dispositif complet, si je peux dire, de la démocratie que je ne dis pas parfaite. Il est clair que, comme toutes les formules politiques, elle a ses dynamiques de corruption et de fragmentation, d'autodestruction, et puis après tout, ces admirables constructions en 1914. Tout n'était pas aussi accompli, et je ne suis pas sûr qu'il faille inculper les nations les plus développées politiquement, ou chez qui le gouvernement représentatif était parvenu à sa forme la plus développée. Mais enfin, je n'ai pas la peine d'expliquer que cette formule politique n'était pas la solution enfin trouvée de tous les problèmes humains. Mais enfin, c'était une construction extrêmement complexe, subtile, et en même temps puissante, qui a dégagé d'énormes énergies économiques, intellectuelles, artistiques, spirituelles, et qui tenaient ensemble, donc je le disais, par cette articulation de l'État neutre, du gouvernement représentatif et de ce que j'appelle l'enveloppe nationale, le cadre national, qui, en particulier, donnait cette langue nationale sur la base de laquelle se faisait l'éducation nationale, et éducation nationale qui proposait aux sociétaires ce que j'appelle un parcours complet d'éducation dans la langue nationale. Parce que c'est cela
que l'on oublie. On s'obsède toujours sur égalité des droits, plus ou moins d'égalité, combien de boursiers, combien de... Mais là, la chose importante, de point de vue politique, c'est que, et c'est la vérité, je dirais, de la laïcité, c'est pas la vérité de la laïcité, c'est pas la séparation de l'Église et de l'État, qui est bien sûr, un aspect important des choses, mais du point de vue de son sens politique et je dirais spirituel, ce que accomplit la laïcité dans sa force et dans ce qu'elle a de plus, j'allais dire noble, c'est d'offrir aux sociétaires un parcours complet d'éducation dans la langue nationale. L'éducation qui était jusqu'ici partagée avec l'Église, elle est ensuite accessible, indépendamment de l'Église, pour un parcours complet d'éducation. Alors, il est clair que ce dispositif s'est usé, s'est fatigué, a rencontré des difficultés, peut-être des limites. Alors, ce n'est pas la question de savoir ce qui s'est passé n'est pas de notre sujet. Et il est plus urgent de se demander plutôt où nous en sommes, ce qui reste de ce dispositif. Bien, ce qui me frappe, je le formulerai ainsi, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une hypertrophie de l'État neutre, qui se traduit même par l'ambition d'une société neutre, au détriment du gouvernement représentatif et évidemment de la communauté nationale, qui est la condition du gouvernement représentatif. Alors, comment ça s'est passé? On le sait bien. Les limites... Je viens de dire que je ne vais pas évoquer les causes, dont je ne vais pas immédiatement me démentir, mais au fond, nous avons pensé qu'on pouvait simplement garder le même dispositif en l'élargissant. En élargissant le gouvernement à un gouvernement européen à l'horizon, et en élargissant en quelque sorte la société, en élargissant les droits démocratiques des sociétaires dans toutes les dimensions. Et on n'a pas mesuré à quel point tous ces éléments dépendaient les uns des autres. Et le résultat, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, nos gouvernants, en vérité, ne se sentent plus vraiment nos représentants. Ils n'ont pas, à l'égard de ceux qui les ont élus, une posture, si je peux dire, de représentants. Je ne leur reproche pas ce qu'on leur reproche habituellement, ils ne pensent pas à nous, bon. Non, ils passent leur temps à penser à nous, mais ils ne pensent pas au dispositif politique dans lequel ils s'insèrent. Ils ne se posent pas la question du régime qu'ils sont censés administrer. Et parce que, juste je vais très vite, il me semble que le mécanisme français, bon, dans les autres pays aussi, mais prenons la France, droite et gauche, socialisme, gaullisme, bon, droite, référence de la droite, la nation, référence de la gauche, le peuple, les prolétaires, les travailleurs. Bon. Les deux grands partis, ou les deux grandes moitiés, se considéraient comme représentants d'un peuple. Peuple national, peuple social. Évidemment, c'est le même peuple, mais vu sous un angle différent. Et rivalité très grande entre les deux, mais c'était une rivalité, une concurrence pour la représentation. Une concurrence pour la représentation du peuple. Alors, une certaine
un certain visage du peuple, mais qui contenait malgré tout l'autre moitié du visage. Mais la lumière était pour chacun sur une moitié du visage, si je peux dire. Et donc, la confrontation politique nouait un effort représentatif, avec un sentiment chez les sociétaires d'être représentés. Ça ne veut pas dire du tout que les hommes politiques, il y a 40 ans, étaient plus désintéressés au sens que l'on donne aujourd'hui à ce mot que ceux d'aujourd'hui, ou qu'ils pensaient davantage à nous, mais ils étaient dans un dispositif politique où ils pensaient à leur relation à leur peuple, si je peux dire. Et je dis peuple, je sais bien qu'aujourd'hui ce mot est devenu verboten, parce que peuple serait un mot en lui-même douteux. Mais nécessairement, sans vouloir mobiliser le démos grec et la démocratie, et rappeler que dans démocratie, il y a le peuple, et que, bon, pendant l'essentiel de l'histoire de la démocratie, elle s'est formulée en nommant le peuple comme sa source de légitimité, comme son cadre d'exercice et comme son destinataire. Bon. Mais enfin, je crois qu'il est important. Là, ce n'est pas le peuple précisément ce que je dis, ce n'est pas... si je dis le peuple, je n'invoque pas un peuple uni dans un rêve d'unanimité völkisch, mais précisément un peuple divisé dans sa double définition, peuple social, peuple national, qui a quelque chose de conventionnel, parce que le peuple social, il est membre de la nation, et le peuple national, bon, en enlevant les 200 familles, peut-être, il reste un peuple social. Mais c'est dans ce jeu de division rassemblante, si je peux dire, que se jouait la vie politique traditionnelle. Alors, je ne veux pas du tout en faire une époque idyllique, là encore, mais ce que je veux dire simplement, c'était que la dynamique politique nouait le nœud. Elle nouait le nœud. Aujourd'hui, la dynamique politique, qui est plutôt une dynamique de dépolitisation, tend à dénouer le nœud. Donc je le disais, et je vais terminer là-dessus, je le disais, je crois ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc perte de confiance alors évidemment, perte de crédit de la nation. Bon, c'est un sujet à soi tout seul, on peut en reparler, je n'engage pas le sujet, mais perte de crédit de la nation, perte de confiance dans la représentation. Mais là, ce n'est pas simplement nos représentants ne pensent pas à nous, c'est qu'est-ce qui est à représenter. Qu'est-ce qui est à représenter? Là, il y a un doute profond sur ce qui est à représenter et qui est lié, d'une part, évidemment, au discrédit de la nation et qui est lié, d'autre part, inséparablement, à l'accroissement de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité sociale. La diversité sociale. Là, dans la conception traditionnelle, elle n'a pas duré si longtemps, dans la conception classique de la représentation était unifiante d'une certaine façon. C'était effectivement, la représentation partait de la diversité pour aller vers l'unité qui forme une communauté politique. Et l'art du gouvernant, c'était évidemment d'être attentif à la diversité sociale, mais de la ramener quand même, évidemment, le plus possible à l'unité. Aujourd'hui, je crois que discrédit de la nation, perte de confiance dans la capacité rassemblante de la représentation et interrogation sur ce qui est à représenter, il y a une perte de confiance dans la possibilité de ramener la diversité à l'unité. Donc la diversité n'est plus un fait, une condition, un point de départ du travail politique, elle est
non seulement un fait indépassable, mais c'est toujours comme ça. On n'aime pas appeler la nécessité, on veut qu'elle soit aussi le bien. Donc la diversité est un bien en soi, Et une diversité que l'on ne sait plus comment la ramener à l'unité, on affirme qu'elle est en elle-même, en quelque sorte, un accomplissement supérieur à la vieille République qui était tellement homogénéisante, caporaliste et uniformisante. Bon. Mais il ne peut pas y avoir de politique sans unité. Bon. Donc si on renonce à un effort pour ramener la diversité à l'unité, il y a bien des efforts de ramener la diversité à l'unité. Il y a de mauvaises façons et de meilleures façons, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que ce que je perçois, je me trompe peut-être, c'est qu'avec tous les discours sur la République, en réalité, on y a renoncé. On y a renoncé, y compris, et je ne parle pas seulement, je ne pense pas seulement à l'immigration, je pense aussi à l'éducation. Donc on a accepté la fragmentation sociale. On a accepté la fragmentation. Alors, qu'est-ce qui reste? Parce qu'il faut bien maintenir l'ordre. Parce que s'il n'y a pas de dynamique vers l'unité, s'il n'y a pas un horizon d'unité, on est menacé par une diversité dispersante, si je peux dire. On est menacé par une pure et simple fragmentation. Et donc, quelle va être la modalité de cette unité? Et je crois que c'est là qu'intervient ce que j'appelais l'hypertrophie de l'État neutre. C'est-à-dire que l'État se donne une tâche nouvelle. L'État, pas simplement faire en sorte qu'il n'y ait pas de pouvoir spirituel, idéologique, qui impose sa volonté, ses doctrines à des sociétaires qui n'en veulent pas. C'est ça l'État, la laïcité de l'État. On ne lui demande pas autre chose. Faire en sorte que si on veut avoir une éducation qui ne soit ni catholique, ni juive, ni protestante, ni bouddhiste, on ait une éducation neutre, bon, et que d'ailleurs, dans cette éducation, à cette éducation puissent participer des enfants, des jeunes gens qui sont de religion, celle-ci ou celle-là. Bon, nous savons ce qu'est la République laïque. Bon. Mais cette République laïque, elle agit sur les grandes masses. Elle agit sur les grandes masses. Parfois, elle agit brutalement. Après tout, la façon dont s'est passée la séparation de l'Église et de l'État, bon, ça a été assez brutal et parfois assez illibéral. Je ne suis pas, pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas simplement un admirateur émerveillé de notre République. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle a pu être illibérale à certains moments, c'était parce qu'il s'agissait d'agir sur des grandes masses. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Je ne vois pas où sont les grandes masses, les masses spirituelles, comme disait Hegel, qui menacent notre liberté. Ce que fait l'État neutre, c'est tout à fait autre chose que l'État laïque. L'État neutre, aujourd'hui, l'État que j'appellerais hyper neutre, ou l'État neutralisateur de la société, il est confronté à une diversité qu'il a renoncé à ramener à l'unité par les voies politiques habituelles, donc effrayé par la perspective qui lui paraît être derrière chaque diversité, parce qu'on célèbre la diversité, mais on la célèbre comme quelque chose, mais en même temps, on la considère comme quelque chose qui nous menace à chaque instant de la guerre civile et religieuse. Et donc, que fait l'État? Que fait l'État? Il institue la discipline de parole. Le politiquement correct n'est pas une petite chose. Le politiquement correct, et pour reprendre encore une expression de Guizot, le politiquement correct est un moyen de gouvernement. C'est le moyen de gouvernement d'un État qui a perdu confiance
dans la capacité d'être un gouvernement représentatif, d'abriter un gouvernement représentatif, et dans sa capacité de ramener à l'unité les différentes composantes du corps social. Et en même temps, cette diversité, je le disais, qu'il chante, lui paraît être à la veille d'une chute dans la guerre de tous contre tous, et donc pour prévenir cette guerre de tous contre tous, il impose une discipline de parole de plus en plus méticuleuse, de plus en plus contraignante, de plus en plus illibérale, et qu'il engage dans une tâche absolument indéfinie, parce qu'il s'agit de contrôler la parole sociale dans toutes ses formes et dans ce qu'elle a de plus libre, y compris dans la parole la plus privée. Ce matin, à la radio, c'était quand même extraordinaire. On interviewe M. Guénaud parce qu'il a été mis en cause dans la bande de M. Buisson. Et dans la bande de M. Buisson, M. Buisson dit je ne sais quoi sur l'immigration. Bon. Et la question qu'on pose à M. Guénaud, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit là sur l'immigration? Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'une parole, non seulement privée, mais même volée, une parole volée, elle est extraite de ce contexte qui était le seul intéressant en l'occurrence, et on demande à M. Guénaud un commentaire sur le contenu doctrinal, en quelque sorte, de cette parole. Si le gouvernement continue, enfin là en l'occurrence c'était pas le gouvernement, c'était le journaliste, mais on voit bien que c'est une disposition très générale, on s'engage dans une voie qui est extraordinairement paralysante, parce que c'est une tâche infinie, et qui encore une fois est absolument démoralisante. Parce que ce qu'elle ne cesse de dire aux sociétaires, c'était que si on vous laisse parler un petit peu librement, vous allez vous entretuer. Et ça contribue à donner aux sociétaires un sentiment que je trouve à la fois démoralisant et dangereux de l'extraordinaire fragilité de leur existence collective. Et je crois que les problèmes de la diversité, de toutes les diversités d'ailleurs, encore une fois, quand je dis diversité, ce n'est pas un nom de code pour simplement l'immigration, mais je crois que les diversités ne sont pas aussi désespérées, en quelque sorte, que le gouvernement, ou que les gouvernements, parce que ce n'est pas la font. Je veux dire, au lieu de nous... je pense, et là je termine avec ça, au lieu de nous surveiller chacune de nos paroles publiques ou privées, il pourrait plutôt encourager la participation des diverses composantes du corps social à la conversation civique. Or, ce n'est pas cela qui est fait. Ce n'est pas cela qui est fait. C'est un gouvernement, c'est un contrôle de la parole qui a cet effet, alors là vraiment illibéral, et qui même inverse vraiment le libéralisme, le dispositif libéral, parce que le dispositif libéral a consisté à séparer la parole des actions. Bon, vous dites ça, et dans un contexte où le christianisme est une grande influence, quelqu'un qui ne croit pas à l'Évangile, qui ne croit pas en Dieu, eh bien, on considère que c'est un mauvais signe pour lui, donc on ne lui fait pas confiance et on considère cela comme une faute, et comme une faute sanctionnable. Et le progrès de la liberté consiste à dire, tant que ce monsieur qui vous inspire des sentiments de suspicion n'a pas commis de faute, il peut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Et donc, séparation de l'opinion et de l'action. Aujourd'hui, on voit bien que l'opinion, même pas l'opinion, la parole, et la parole même la moins articulée, la plus spontanée, la plus
la moins gardée, la moins élaborée, est considérée à l'égal de l'action la plus grave qu'on pourrait imaginer à partir de cette parole. Et là, c'est vraiment l'inversion de tout l'effort du régime libéral. Donc, je crois que nous sommes dans une situation difficile parce que une très profonde défiance s'est installée dans notre pays. Défiance du corps social à l'égard de ses gouvernants, c'est pas la peine d'insister. Défiance des gouvernants à l'égard du corps social, comme j'ai tendance à le dire, la gauche pense que le peuple français est dangereusement xénophobe ou en danger de devenir xénophobe. La droite pense que le peuple français ne comprend rien à l'économie et est un ramassis de paresseux. Et d'autre part, les Français eux-mêmes, enfin les sociétaires ont de moins en moins confiance en eux-mêmes. Les sociétaires ont de moins en moins confiance en eux-mêmes. Et obligés de s'adresser les uns aux autres dans ce langage codé, ils se regardent en effet avec de plus en plus de méfiance. Donc tout le monde dit que tout est une question de confiance. Je dis comme tout le monde, en effet, c'est une question de confiance. Merci beaucoup, Pierre Manant.